Salut à tous, c'est Duke. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui qui est pour moi très importante. C'est une vidéo en deux parties. La première partie, c'est où je vais vous expliquer la négation, l'aberration de la négation, c'est-à-dire cette illusion auquel nous nous attachons tellement, et expliquer aussi que, le fait d'être tout le temps d'une manière de comprendre la différence entre le fait d'affirmer et aussi son contraire, donc c'est-à-dire cette négation, qu'il est très important de comprendre c'est quoi l'affirmation. Et logiquement, donc la deuxième partie de cette même vidéo, ça va être le pouvoir de l'instant, du moment présent, de comprendre ce que ça représente et pourquoi on ne peut pas, entre guillemets, la négation. Donc l'histoire de la négation, c'est justement un leurre qui est lié directement avec notre mental, notre ego. Donc pour commencer, je vais expliquer ce que j'ai expliqué déjà dans pas mal de vidéos, mais je trouve qu'il est toujours important de le redire encore une fois, de le réexpliquer. C'est tout simplement la création de l'ego. Et aussi à ce moment-là, on comprend aussi que ce qu'on appelle la négation est créé en même temps. Donc, un enfant qui vient au monde, un petit bébé, un petit bout de chou comme ça, qui sort du corps d'une mère, donc de sa mère, en fait, cet enfant, il est connecté au tout. Puisque ce tout représente symboliquement, on l'a représenté sous les traits d'une déesse qu'on appelle Isis, qui va avoir plein de noms différents, mais c'est toujours la déesse mère. Donc cet enfant est toujours connecté, attaché à cette source mère, et il a beau être sorti physiquement du corps aussi d'une entité féminine, donc d'une mère en l'occurrence, ben cet enfant il est connecté à la source. Et sa conscience, elle n'est pas, écoutez bien, dans une dualité, mais sa conscience est dans une polarité. Vous aurez entendu que dans le mot polarité, il y a le mot polaire, comme l'étoile polaire, c'est-à-dire cette étoile qui représente le centre absolu de notre réalité dans laquelle nous vivons. Donc on comprend qu'une conscience qui est polarisée, elle est complètement centrée. Mais il faut comprendre qu'elle est centrée sur quoi? Elle est centrée sur quelque chose qui va devenir par la suite une dualité. Et cette dualité, ça va être bien sûr le bien et le mal, mais tout simplement aussi le père et la mère, le côté matriarcal et le côté patriarcal. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de bien comprendre, de définir ce que représente la mère, c'est-à-dire avant tout le fait de nourrir. La fonction d'une mère, c'est de créer et de nourrir l'enfant par la suite. Donc c'est ça la fonction du matriarcat. Après, on comprend aussi que dans la 3D, une mère va donner son lait à son enfant, elle va le nourrir, mais la source mère, qui représente la déesse Isis, elle nous nourrit aussi, mais d'une manière informationnelle. C'est-à-dire, nous avons une capacité, une possibilité d'aller chercher de l'information dans une zone qui n'a rien à voir avec le mental ou des choses comme ça. D'un autre côté, le père, ben là, on est déjà du côté de la 3D, donc on est dans le paraître, on n'est plus dans l'être, mais dans le paraître. Et le père représente cette partie qui va justement manifester dans la 3D l'idée. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que le féminin, c'est la partie artistique qui permet de canaliser des idées, de l'information, et la partie masculine, donc le père, donc, va être celui qui va transformer cette information en forme dans la 3D. Donc on comprend à un moment donné que l'homme est celui qui est le gardien, celui qui va protéger aussi la création. À partir du moment où l'enfant arrive au monde, il est polarisé, c'est-à-dire qu'il a un équilibre parfait entre cet aspect père et mère. Donc il est d'une certaine manière, on peut dire que c'est une conscience qui est androgyne. Cette idée de polarité peut aussi justement représenter le côté androgyne, pas maintenant physiquement bien sûr, puisque ou bien on a affaire à un enfant masculin ou féminin, mais sa conscience elle est androgyne. Il n'y a aucune séparation qui est faite entre l'aspect père et mère. Donc ça va durer un certain temps, des mois, voire même un petit peu plus que des mois. Donc on peut dire que pendant un certain temps, l'enfant, il se reconnaît même pas dans le miroir. C'est-à-dire que il n'a pas encore la notion du moi-je, de l'ego donc. Et cet enfant, quand il observe le monde autour de lui, à aucun moment il fait la séparation entre lui-même, sa personnalité, qui n'est pas encore vraiment définie, qui n'est pas encore créée, et donc mais il ne peut pas encore faire de distinction entre lui
et ce qui est autour de lui. Et ça, c'est aussi bien des choses matérielles, mais aussi des personnes. Donc, il est encore connecté au tout. Il fait partie du un, de cette unité polarisée. Donc, il est dans un équilibre parfait. Arrive le moment, donc ce moment fatidique où l'enfant va commencer à réfléchir, donc, et c'est très important d'utiliser le mot réfléchir, puisque là, on est bien sûr avec aussi l'histoire du mental, de la mémoire qui réfléchit. Donc, et à partir du moment où l'enfant commence à réfléchir, il s'observe dans le miroir, et là, il va se produire quelque chose de très particulier, il va se reconnaître à un moment donné. Et ce qui est important dans le mot reconnaître, c'est qu'on entend quand même deux mots très importants, le qui vient aussi du mot répétition, donc quelque chose qui se répète, et le reconnaître, donc naître, une deuxième naissance. Alors on peut se dire, mais c'est la naissance de quoi? Puisqu'il est déjà au monde, au moment de la naissance, c'est là que naissent les sens, donc il est déjà au monde, il est déjà dans la 3D. Mais c'est quoi cette reconnaissance? Donc c'est une deuxième naissance. Mais là, ça va être celle de l'ego. Et là, il faut comprendre justement que cet enfant va quitter ce monde harmonieux qui est celui de la polarité, donc du côté androgyne, où tout ne fait qu'un. Et là, le fait de se reconnaître dans le miroir, il va donner vie à son ego, sa personnalité qui n'est plus dans l'être, mais dans le paraître, le monde de l'image. Puisque quand on réfléchit dans un miroir, l'image se reflète dans un miroir, donc automatiquement on est dans le monde de l'image. Et là, automatiquement, il sort de cette polarité qui est donc cet équilibre absolu entre l'être et le paraître. Et là, il va créer une scission, il va séparer les deux. Donc le père, il va séparer la mère qui représente l'être du père qui est le paraître, c'est le monde de l'image. Et là, il va rentrer dans la dualité. Et là, on rentre justement dans le monde du duel entre le bien et le mal, ce qui est, ce qui n'est pas, etc. Ce qui n'est pas non plus. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, on va comprendre après l'histoire de la négation. Automatiquement, cet enfant n'a plus la conscience tournée à l'endroit, mais il a tourné sa conscience à l'envers. C'est pour ça qu'il y a un jeu de mots intéressant qu'on peut faire avec le mot envers, c'est enfer. Puisque ce mot diviser va aussi donner le mot diabole, c'est-à-dire le diable, celui qui divise. Et là, on comprend qu'en fait, cet être androgyne se sépare en deux, donc côté masculin, côté féminin. Je suis toujours l'être et le paraître, mais là, je vais rentrer dans le jeu de l'ego, justement, qui est toujours dans la dualité. Un duel, déjà, qui commence à l'intérieur de moi, puisque je suis plus en équilibre entre les deux aspects, qui est celle du père et de la mère, c'est-à-dire le côté, on va dire, le côté artistique et le côté plus cartésien, le mental qui va devenir le mental. Donc, il n'y a plus un bel équilibre entre les deux, mais il y a une sorte de conflit qui va se jouer entre la partie artistique, celle qui canalise l'information, et la partie cartésienne qui va manifester ce potentiel, cette idée dans la 3D, qui va réaliser l'idée. Donc imaginez, le côté artistique, c'est de s'imaginer une chaîne, pas une chaîne, je voulais dire une chaise, donc imaginez un ébéniste, il a l'idée, et après il va utiliser le côté masculin, qui va donc le réaliser dans la 3D, et qui après va aussi le protéger, donc c'est son bien, etc. Donc, à partir de là, il y a une sorte de conflit qui va se jouer entre on peut dire l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, etc. On comprend aussi que le monde dans lequel nous sommes, eh bien, les élites, cette cabale qui est au-dessus, qui est au-dessus de tout, fait en sorte que ça soit vraiment cet aspect cartésien, le côté masculin qui prime sur la part féminine, qui est celle de l'intuition et du ressenti, donc de la canalisation artistique. Donc, cette cabale fait en sorte que justement, ce soit des personnes qui sont plus dans cette partie masculine, qui vont réussir, etc. Donc, l'enfant, il est dans un enfer, tout simplement. Il est dans l'enfer de la dualité, puisqu'il a commencé à créer un double, qui est en fait une illusion, puisque c'est toujours lui, mais il y a un conflit qui se joue. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de s'imaginer, si vous prenez un bébé au moment de sa naissance, donc vous pouvez lui donner un objet, lui mettre entre les mains, ça peut être aussi précieux que vous le voudrez, hein, des diamants, un lingot d'or, n'importe quoi. Déjà, il n'aura pas du tout la possibilité de donner une valeur à ce qui tient entre les mains, puisque c'est très relatif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas être possessif. Il va à aucun moment donné dire c'est à moi. Parce que le moi-je, jusqu'au moment de la réflexion, donc de la reconnaissance, le moi-je n'existe pas. Donc il prend l'objet et logiquement aussi, ce qui tient dans la main, tout simplement, ça est. D'accord? Ça est. Du verbe être aussi.
il peut pas dire, il peut non plus pas dire c'est à moi puisque le moi-je n'existe pas. C'est seulement au moment où il va se reconnaître dans le miroir, où il va commencer justement à se définir, puisque c'est à partir de là que le mental, la mémoire va commencer à figer de l'information auquel l'être qui est dans le paraître aussi va commencer à s'attacher pour commencer à des idées, c'est-à-dire des mots, des noms, des prénoms, des noms. Voilà, vous savez, votre nom de famille, votre date de naissance, votre nationalité, votre religion, votre région, votre signe du zodiaque et tout ça, ce sont des définitions auxquelles vous allez vous attacher. Et d'une certaine manière, il y a le côté possessif qui rentre en compte, puisque je suis possessif aussi de ça. C'est-à-dire, je suis ça, donc il y a le côté possessif qui est tout à fait logique. Je suis à partir de là, quand l'être va commencer à se définir. Et encore une chose très importante, c'est de comprendre que l'antonyme, le contraire du mot définir, c'est infini. Donc l'enfant qui vient au monde, il est infini à la base, puisqu'il n'est pas défini encore. Et là, on comprend que plus la personne va commencer à se définir, plus il se coupe de l'infini, tout simplement. Plus je me définis, plus je deviens pauvre d'une certaine manière, puisque je me coupe de l'infinité auquel j'aurai accès, c'est-à-dire celle qui émane de la source. Donc encore une fois, d'abord, on a bien sûr les acquisitions, les possessions qui sont des noms, des choses comme ça. Et après, bien sûr, il y aura tout le côté possessif par rapport aux choses matérielles. Et donc, comprendre que comment est-ce que je fais pour me définir? Pour ça, j'ai besoin d'une chose, c'est tout simplement une mémoire. Parce que la mémoire, elle va toujours remettre à jour, donc dans l'instant présent, ces choses auxquelles je me suis attaché. Donc ça va être donc des noms, des choses comme je vous l'ai dit, et même des biens matériels. Et pour cela, j'ai besoin d'une mémoire. Parce que j'ai en mémoire qu'à un moment donné, on m'a donné tel prénom, on m'a donné tel nom de famille, ou bien j'ai pu acheter tel objet qui est ma possession, donc ça m'appartient. Et ça, il n'y a qu'une personne qui possède un ego, une personnalité qui peut fonctionner comme ça. Une personne qui n'a pas de personnalité, qui ne développe pas un ego, ne peut pas s'attacher aux choses, tout simplement. Il est neutre, il est toujours dans l'instant. Et vous allez comprendre l'importance du mot instant quand on fait le lien avec le mot instinct, justement. Donc, à partir de là, il y a une sorte de duel qui se joue en nous. Nous sommes tout le temps dans un duel constant entre notre partie féminine et masculine, puisque nous nous sommes séparés en deux, mais tout ce qui est autour de nous, le monde autour de nous, qui faisait partie de nous, où nous n'avions, c'est-à-dire c'était la conscience absolue, toute chose qui était autour de nous fait partie de nous, et si j'attire telle chose, telle personne à un moment précis de ma vie, c'est que ça a aussi une logique, une raison d'être. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Nous attirons vibratoirement les enseignements, enfin ça va être un enseignement bien sûr si la leçon elle est comprise, c'est-à-dire les épreuves ou bien les challenges qu'on a besoin pour s'éveiller. Donc, mais à partir du moment où je vais me reconnaître dans le miroir, je sépare l'être du paraître, et là on comprend aussi que quand on dit paraître, donc on a l'être normalement au-dessus de tout, c'est-à-dire quand cette dualité est encore polarisée, c'est-à-dire un équilibre absolu, on pourrait dire c'est l'être avec la lettre E en majuscule. C'est-à-dire vraiment quelque chose de gigantesque. C'est l'âme du tout, on est vraiment unis à la source mère. Dès le moment où je rentre dans ma dualité, j'ai d'un côté l'être, mais écrit en minuscule, et le paraître. Et dans le mot paraître, il y a un jeu de mots qui se fait aussi de dire ne pas être, pas être. Donc il y a l'être et pas être. Mais à la base, il n'y a que l'être. Si vous pourriez vous mettre dans la conscience de l'univers, ça c'est maintenant, encore une fois, va falloir vous faire un petit peu une gymnastique intellectuelle, de s'imaginer être l'univers, il n'y a que ce qui est une réalité absolue. Le ne pas être n'existe, c'est une aberration qui provient justement de ce mental qui mémorise les choses et qui observe les choses devant lui. Donc, je suis là, mais je ne suis pas là, par exemple. On va dire, c'est quelque chose qui est complètement lié à cette partie mentale auquel il s'attache à des choses et puis auquel il va se définir. Mais dans l'absolu, l'univers, c'est tout.
Donc, il n'y a que l'être qui existe et l'instant présent. C'est pour ça que dans la deuxième partie, nous allons parler de l'importance de l'instant présent, justement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ma grand-mère, donc, au moment où ma grand-mère était encore vivante, ben, elle était là, donc elle est, et à un moment donné, elle n'est plus là, donc elle est décédée à un moment donné de ma vie. Et puisque j'ai mémorisé l'information que cette personne existait, donc automatiquement, je vais dire aussi à un moment donné, elle n'est plus là. Mais ça, c'est justement parce que la mémoire a mémorisé sa présence à un moment donné dans l'espace-temps dans lequel nous vivons, mais dans l'absolu, elle est toujours là. Puisque l'univers, c'est rien d'autre que des potentiels, des instants présents qui vibrent en même temps, tout se joue ici et maintenant. Donc, c'est que le mental qui va définir ce qui est de ce qui n'est plus, ou ce qui n'est pas. Mais tout ça, c'est une aberration. Je vais vous donner un autre exemple. Essayez de dire à vos enfants en bas âge, quand ils n'ont pas encore réussi à se reconnaître dans le miroir, ou à des animaux vraiment jeunes, ne fais pas ça, fais pas ça. Ben, ils vous regardent vraiment d'une manière, de quoi ils me parlent. Et même, j'ai eu un témoignage quand même poignant d'une personne qui a dit ouvertement que son enfant était handicapé mental et qu'elle a dû apprendre à parler avec lui dans l'affirmation, puisque quand elle lui disait à son enfant, fais pas ci, fais pas ça ou ne fais pas, c'était absolument pas, il pouvait pas saisir ce que ça voulait dire. Parce que c'est même les enfants, les personnes handicapées mentales, ils vivent l'instant, ils sont toujours dans l'instant, comme le règne animal des enfants en bas âge. À un moment donné, les enfants, à force de leur dire fais pas ci, fais pas ça, même les animaux, parce qu'ils prennent des coups de savate ou je ne sais pas quoi, donc ils vont plus le faire, parce qu'ils savent que s'ils le font, ils ont une punition, entre guillemets, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que même pour nous-mêmes, on le fait par habitude, mais au fond de nous, c'est-à-dire notre conscience, qui est normalement l'être absolu, n'arrive pas à saisir pourquoi ne pas faire ça. Parce qu'il n'y a que le fait de faire quelque chose qui est une réalité. Vous pouvez faire des tests autour de vous pour vous amuser, bien sûr. Vous dites à une personne, écoute, je vais te dire maintenant éléphant rose, mais tu essayes de ne pas l'imaginer. Tu ne t'imagines pas l'éléphant rose. Et vous allez voir que cette personne va dire, ah merde, c'est drôle, je vois quand même un éléphant rose dans mon esprit. Ou mieux encore, vous dites à une personne, écoute, je vais te dire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Donc je vais te dire quelque chose, mais tu ne le fais surtout pas, d'accord? Et vous lui répétez 2, 3 fois, je vais te dire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Et après, vous lui dites, bon, 2 et 2, ça fait combien? Bon, la personne, peut-être, elle n'aura pas le réflexe de dire le chiffre, mais vous allez lui poser la question, est-ce que tu as le 4 dans ton esprit? Il va dire oui, mais pourquoi tu l'as fait? Je t'ai demandé de ne pas le faire. Et là, on comprend que quand j'explique que la négation, c'est une aberration, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait comment dire, de se détourner, entre guillemets, des choses qu'on ne voudrait pas, entre guillemets. Mais ça ne sert à rien. Il ne faut pas focaliser sur les choses qu'on ne veut pas. Il faut focaliser tout le temps son attention, porter de l'attention, donc de l'énergie, aux choses qu'on veut, tout simplement. Vers quoi on veut se diriger, puisqu'il n'y a que la volonté de l'être qui est une réalité, alors que la volonté du pas-être, donc de ne pas vouloir quelque chose, l'univers, comme je vous avais dit, essayez de vous mettre dans la conscience de l'univers, c'est abstrait ce que je vous dis, mais l'univers, il comprend que ça, ce qui est. D'accord? Donc, et tout se joue ici et maintenant. Bon, je vous ai dit plein de choses là que vous allez pouvoir revoir, parce que je sais que j'ai un débit assez important d'informations. Vous allez peut-être revoir cette première partie pour pleinement saisir, intégrer que à la base, l'humain qui vient au monde, il est dans une forme d'unité de deux choses. Donc c'est rigolo puisque la dualité est déjà là quelque part, mais elle est dans un équilibre parfait pour donner une polarité. Donc cette conscience ne conçoit que l'être, ce qui est. À partir du moment où il y a la reconnaissance de l'ego qui va se définir et qui va enclencher sa mémoire, là il y a le diable qui va jouer son rôle, donc cette partie diabolique entre guillemets qui sépare, qui va diviser cette chose qui était une unité, polarisée, pour en faire une dualité, et là on va rentrer dans ce qui est et ce qui n'est pas, le haut et le bas, l'être, le paraître, le féminin, le masculin, enfin toutes ces choses qui sont duales, qui sont dans une forme de dualité. Mais en fait, tout ça, c'est une aberration, puisqu'il y en a une seule chose qui est réelle.
Ensuite, donc je vous avais dit en deuxième partie, nous allions parler du présent, de l'importance du temps, de comprendre qui c'est, quelle part de nous a besoin de 3 espaces-temps pour exister, c'est-à-dire notre ego, puisque à partir du moment où l'ego va commencer à se définir, il va utiliser, bien sûr, c'est là qu'on utilise la mémoire qui mémorise de l'information, ben, on comprend que c'est là aussi que le passé va exister, donc ce qui n'est plus. Le passé qui est rien d'autre que de la mémoire, des choses auxquelles je me suis attaché, que j'ai mémorisées, des définitions, une histoire, des choses qui me sont arrivées, des choses auxquelles je m'attache, c'est-à-dire aussi bien des noms, des prénoms, des dates de naissance, des possessions matérielles et tout ça. Et tout ça, donc, c'est le passé. C'est la mémoire. Donc, le passé, mais quand on prend le mot passé, et j'inverse le passé, ça donne c'est pas. C'est logique puisque ça n'existe, c'est une aberration. C'est rien d'autre que de la mémoire. L'avenir, si maintenant, parce qu'en plus, pour exister, j'ai besoin de ces informations-là pour pouvoir me définir, tout simplement, pour expliquer à la personne qui est en face de moi, ben voici mon histoire. Mais tout ça, c'est une aberration. Je ne suis pas tout ça, c'est une aberration. Encore une fois, qui est liée au mental, c'est-à-dire à cette partie qui va se détacher du grand tout et qui pense être ça, alors qu'en réalité, je n'étais pas défini, mais j'étais infini à l'origine. Et on peut redevenir infini, bien sûr, mais pour ça, il faut œuvrer sur soi. C'est ça le fameux parcours de l'alchimiste, le pèlerin qui va se peler progressivement de se détacher de toutes ces définitions auxquelles il s'est attaché pour redevenir l'être infini qu'il était à l'origine, à la naissance, au moment de la naissance. Là où les sens vont commencer à prendre une importance dans l'expérience. Donc, le passé égale ego. L'avenir, la même chose. D'ailleurs, le mot avenir, ça veut dire aussi à venir, quelque chose qui va venir. Encore une fois, il n'y a que le mental qui a ce moyen, entre guillemets, de se projeter vers l'avant, qui va dire à un moment donné, je veux ça, je veux accéder à ci, je veux, voilà, ça c'est ma volonté, mais c'est moi qui veux ça. Et tout ça, encore une fois, pour ça, il faut avoir un ego, le mental, etc., pour pouvoir se projeter, entre guillemets, dans un hypothétique futur. Encore une aberration qui vient de l'ego, donc du mental. Parce qu'en réalité, tout se joue ici et maintenant, toujours, tout le temps. C'est pour ça, quand j'explique que la négation, c'est une aberration, il faut comprendre aussi que quand on parle d'affirmation, c'est même pas de dire j'aimerais, je voudrais, patati patata, je suis. Ayez Asher ayez, vous savez le fameux, le fameux je suis ce que je suis dans la Bible. Tout ça, ben c'est tout simplement dire je suis ce que je suis. Et c'est je suis quoi? Je suis toujours ici et maintenant. Soulève une pierre, tu me trouveras. Fends une bûche, je serai là. C'est-à-dire, à chaque moment, chaque chose que je fais, je suis dans l'instant. Et là, on comprend que le ayez Asher ayez, je suis ce que je suis, définit exactement dans quel état d'esprit je me trouve ici et maintenant. Puisque cet état d'esprit, là, dans l'instant, en étant dans mon instinct du moment, ben, définissent l'état dans lequel je vais me trouver la seconde et la seconde et la seconde et la seconde plus tard. Puisque tout se joue ici et maintenant. En gros, au lieu de dire j'aimerais accéder à ci, à ça, je le suis déjà. Même si je ne l'observe pas encore dans l'instant, mais je suis un être souverain. Je suis quelqu'un qui a un droit absolu sur ma vie. D'accord? Je suis celui qui décide de ce qu'il advient de mon corps physique. Personne d'autre a un droit sur moi. Ça, c'est des affirmations positives, ou même pas positives, des affirmations tout court. Que les gens comprennent à un moment donné, je suis un être souverain, la personne qui est à côté de moi également, etc. Nous sommes tous des êtres souverains, potentiellement parlant. Et c'est pas le cas, puisque les gens se font tous diriger, voilà, inceptionner l'information qu'ils aimeraient, même pas eux, mais que les élites, c'est-à-dire cette cabale qui est au-dessus de tout, inceptionne aux personnes pour que ça devienne une réalité. Mais quand on est un être souverain, il n'y a personne d'autre qui décide pour moi quelle est ma réalité du moment. Et aussi la chose vers laquelle je vais me diriger, de par mon affirmation d'ici et maintenant. Quand on prend le mot présent, d'accord, la beauté quand même de la langue française est quand même de dire le mot présent, c'est pas seulement un instant, donc l'instant T, mais c'est aussi un cadeau. Donc un cadeau, je t'offre un présent. Donc, et là, on comprend à un moment donné que la vie n'est rien d'autre qu'un continuel présent
Donc des cadeaux auxquels nous avons accès, mais pour cela, il faut aussi les voir. Il faut comprendre c'est quoi la loi, la fameuse loi, entre guillemets, des synchronicités, qu'on dit toujours, oh tiens, c'est un hasard. Non, non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc si toi, tu es dans l'instant, ici et maintenant, tu es dans l'instinct, tu observes les choses et tu suis cet instinct, donc justement, bah, automatiquement, tu n'auras jamais de problème dans ta vie, puisque tu fais rien d'autre que de suivre le moment où tu étais complètement polarisé, rectifié dans ton fort intérieur, et donc automatiquement, mais ça, tu peux le faire que pour toi, tout comme l'autre va le faire pour elle-même, etc., etc. Donc chaque personne a son instant à suivre, son présent ou c'est présent en l'occurrence. Donc on comprend que cela, le mot présent, c'est pas un hasard, si ça veut dire c'est un cadeau, mais aussi c'est proche, c'est près et c'est en nous, puisque tout se joue à l'intérieur de nous. Donc encore une fois, le présent, qui est l'anagramme du mot serpent. Comment ça se fait qu'avec le mot présent, je peux écrire le mot serpent? C'est une anagramme parfaite, il y a beaucoup d'anagrammes parfaites, mais là en l'occurrence, on a une anagramme qui dit, alors bien sûr, il y a des personnes qui ont dit, ah le serpent c'est péjoratif. Ben, je dis non. Quand on comprend que notre univers n'est rien d'autre que des ondes sinusoïdales, des fréquences donc, et là on comprend encore une fois que tout se joue dans le monde des fréquences, donc le côté fréquentiel, les ondes, les vibrations, l'univers n'est rien d'autre que ça, un champ électromagnétique, de l'information, des fréquences, etc. Donc là on comprend encore une fois, plus je suis dans l'instant, dans le présent donc, et plus je capte les fréquences donc qui vont me guider vers des choses que je suis dans l'instant, ici et maintenant. Si je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de me définir comme étant une victime de ce monde, bah, que ta volonté soit faite. Donc, si par contre je suis tout le temps en train de m'affirmer que je suis un être souverain, et quand je dis souverain, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pas une moitié, c'est une entité entière, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant va se reconnaître, il n'est plus que, il est deux moitiés, d'accord? Et c'est pour ça aussi que le mot miroir, dans le mot miroir, il y a la moitié, mi, et roi, mi-roi, je suis que la moitié. En gros, le roi et la reine se sont séparés en deux, puisqu'avant c'était une unité, cette polarité, ce côté androgyne, où je suis roi et reine en même temps, et là on est un être souverain. Mais dès le moment où je me reconnais dans le miroir, ou bien que je dis, écoutez bien la subtilité dans la fameuse phrase alchimique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est faux. Il ne faut pas dire quand vous regardez dans le miroir, vous n'allez pas dire ce qui est là, c'est comme ce qui est en face. Ça veut dire qu'il y en a deux. Mais vous allez dire ce qui est là et ce qui est en face. Le comme, vous le retirez. Ça ne fait qu'un. D'accord? Mais si vous utilisez le mot comme, donc automatiquement, vous dites c'est comme l'autre, l'un il est comme l'autre, mais en réalité, vous êtes dans le deux, dans la dualité. Alors que quand vous regardez dans le miroir, vous n'allez pas dire ce qui est là, devant le miroir, et comme, non, ça est, c'est la même chose. Donc, et là, on redevient un être souverain, on a de nouveau rassemblé notre côté masculin-féminin, donc le paraître est reconnecté à l'être, l'androgyne se reforme, et vous êtes un être souverain. Et si vous avez compris déjà ce principe-là, et de comprendre après tout notre pouvoir de co-créateur dans cette réalité, et d'affirmer tout le temps, dans l'instant, je suis un être souverain, rien n'est au-dessus de moi, ni roi, ni Dieu, ni quoi que ce soit. On est en conscience que je suis divin, c'est-à-dire pas Dieu dans sa totalité, mais je suis une parcelle, je suis un fragment de ce qu'on appelle Dieu, ou de la déesse mère, donc on peut la source mère, appelez-le comme vous voulez. Je suis une partie de ce grand tout, donc je n'ai aucune, à subir aucune contrainte venant de l'extérieur, venant de tierces personnes, que ce soit des politiciens et tout ça. Je suis un être souverain. Et pour conclure, je dirais tout simplement, si vous avez compris cela et que vous avez saisi ce qu'est un être souverain, ben vous avez aussi à vous comporter comme un être souverain. C'est-à-dire d'une manière digne, avec une profonde éthique, d'être un exemple vis-à-vis des autres, et de comprendre qu'un souverain n'est pas là pour simplement flatter son ego ou bien de tourner autour de son nombril, mais un souverain est aussi là pour ses sujets. D'accord, pour s'occuper des personnes autour de lui. Si vous vous élevez en conscience, que vous avez compris certaines choses, vous vous élevez. Donc vous prenez une certaine hauteur vis-à-vis des autres, mais pas pour les écraser, les dominer, mais pour les aider à s'élever aussi.
Donc en apportant de l'information, et c'est ça le côté souverain. Un souverain, il est comme dans, par exemple, je vais prendre un exemple rigolo pour finir, dans le Roi Lion, à un moment donné, Mufasa dit à son fils Simba, il dit, regarde mon fils, tu vois tout ça ne nous appartient pas, mais nous en sommes les gardiens. Nous sommes les gardiens de tout ça, parce qu'il y a un équilibre là-dedans. C'est à nous de garantir, de faire en sorte que cet équilibre reste constant. Donc, mais cela ne nous appartient pas. Parce que si on est, justement, si on fait ce travail, œuvrer sur soi, de lâcher prise, de comprendre à un moment donné que je ne suis pas ces définitions auxquelles je m'attache, mais je suis bien plus encore, mais je ne peux y accéder qu'en devenant rien. Donc, et c'est à partir de là que le terrien, donc tu n'es rien, mais en même temps tu es tout. Tu accèdes à tout, mais ça ne t'appartient pas, puisque il n'y a qu'une personne possessive qui peut dire ça m'appartient. Donc c'est tout à fait une logique, on va dire, intellectuelle, spirituelle, psychologique qu'il faut intégrer pour comprendre que c'est là où il y a tout d'un coup ce lâcher prise sur les choses, de dire je suis ça, donc je me préserve, j'ai aussi le droit de me défendre si je sens un moment opportun de ma vie que je dois me défendre, je dois protéger ce corps qui est peut-être la seule chose qu'on pourrait dire qui m'appartient réellement, c'est-à-dire cette conscience que j'ai créée à ce moment-là, cette conscience qui est séparée du grand tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre ego, ça m'appartient d'une certaine manière. Ce corps aussi, je le préserve, c'est mon temple. Mais après, à un moment donné, de comprendre aussi qu'au-delà de tout ça, ben, si on veut vivre dans un monde où on est dans un vrai partage, dans un équilibre, il faut œuvrer sur soi et comprendre ces règles que je viens de vous donner, que l'être est une réalité absolue, le paraître, c'est une forme d'aberration qui est créée par le mental, qui justement nous leurre justement et nous empêche de réaliser réellement ce que nous voulons. Parce qu'il n'y a que ce qui est une réalité. Donc, comprenons encore une fois que si j'affirme haut et fort que je suis en Éden, je vis cet Éden que j'explique aux personnes depuis un certain temps, depuis déjà des années, j'explique, réalisez-le dans votre tête déjà, imaginez-le, voyez ce monde parfait, ce monde qui est logistiquement génial, où les gens ont tous une chance pour vivre d'une manière digne, avec voilà, où il n'y a pas ce déséquilibre qu'on observe dans notre monde actuel. Imaginez-le, comprenez, vibrez cette idée, partagez l'information autour de vous, c'est ici et maintenant que tout se joue, et pas de se battre tout le temps contre des moulins à vent comme ferait Don Quichotte et tout ça, de comprendre à un moment donné qu'on a le choix, c'est où on se bat contre le système, contre, ou on se bat pour quelque chose. Et encore quand je parle de guerre, bien sûr, de se battre, ça va être une guerre pacifique où c'est l'intelligence qui est au-dessus de tout. On n'a même pas besoin d'utiliser une arme pour réussir à inverser la tendance. On a seulement besoin de devenir des êtres souverains et comprendre ce que représentent toutes ces connaissances pour manifester dans cette réalité un paradigme qui est tout autre que celui que les élites veulent nous imposer et inceptionnent à toutes ces personnes qui n'ont pas ces connaissances que j'essaye de partager un maximum depuis maintenant une paire d'années. Voilà, donc 32 minutes, j'arrête là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Je suis dans quelques jours de nouveau présent sur Facebook. Donc je vous dis à très bientôt et ciao ciao!